La bougie s'était consumée jusqu'au bout avant que le seigneur Sterling Vance ne parle enfin. « Elle n'a pas mangé depuis 11 jours, dit-il. Sa voix était basse et rauque, comme si les mots eux-mêmes lui coûtaient. Les médecins ont essayé des bouillons, des teintures, des viandes sucrées venues de Londres. Elle détourne le visage de tout cela. Cora Prescott se tenait sur le seuil de la cuisine de la taverne. Elle essuyait la farine de ses mains sur son tablier. Elle étudiait le jeune duc qui se tenait devant elle. Il ressemblait à un homme qui ne savait plus où chercher des réponses. Il n'était pas habillé comme elle s'attendait à voir un duc à cette heure. Sa cravate était desserrée. Son grand manteau était encore humide de sa chevauchée, et de la boue éclaboussait le haut de ses bottes. Il était venu lui-même. Il n'avait pas envoyé de laquais, ni de lettres. Il avait chevauché dans l'obscurité jusqu'à une taverne de village, pour trouver une cuisinière dont personne n'avait jamais entendu parler en dehors de la région. « Pourquoi moi, votre grâce ?» demanda Cora. « Il y a bien assez de cuisiniers dans vos propres cuisines. Je parie qu'ils sont mieux formés que moi. Parce que ma mère ne fait confiance à personne dans cette maison, dit Sterling. Et parce que la femme du meunier m'a dit que vous aviez soigné son mari malade l'hiver dernier. Vous l'avez remis sur pied alors que le chirurgien l'avait déclaré perdu. » Cora posa son chiffon. Il y avait quelque chose sur son visage. Pas l'impatience d'un noble habitué à être obéi, mais quelque chose de plus proche de la peur. Un fils qui regardait sa mère s'éteindre et se trouvait impuissant face à cela. « Donnez-moi 1 heure, dit-elle. Et mon panier. » La route vers le manoir d'Oakhaven prenait près de 2 heures en calèche. Elle serpentait à travers des haies devenues noires avec le soir. Elle passait devant des chaumières de tenanciers aux fenêtres faiblement éclairées d'orange. Cora n'avait jamais vu le grand manoir de près. Elle n'avait fait qu'entrevoir ses cheminées depuis la route du marché. Maintenant, il se dressait devant elle, sorti de l'obscurité, comme quelque chose de sculpté à même la colline. Tout en pierre grise et hautes fenêtres, plus de fenêtres qu'elle ne pouvait en compter sur ses 2 mains, 2 fois de suite. On ne la fit pas entrer par les portes principales. Là, un laquais en livrée d'Oakhaven regardait son panier avec une méfiance évidente. On la conduisit plutôt par une entrée latérale. Elle monta un escalier de service étroit et longea un couloir orné de portraits des ancêtres de Vance. Sterling marchait devant elle sans un mot. Ses épaules étaient tendues, comme un homme se préparant à une mauvaise nouvelle qu'il avait déjà entendue. La chambre à coucher, quand ils l'atteignirent, était plus chaude que Cora ne s'y attendait, et plus sombre. Un feu brûlait doucement dans la grande cheminée. Et dans le grand lit à baldaquin, appuyé contre une montagne d'oreillers, se trouvait une femme si maigre que les draps se soulevaient à peine avec sa respiration. Dame Honoria Vance avait été autrefois, Cora le comprit d'un coup d'œil, une femme de prestance. Ses cheveux, bien que gris maintenant et dénoués, avaient clairement été épais et sombres dans sa jeunesse. Ses yeux, enfoncés dans un visage creusé aux joues, étaient vifs et attentifs. Il suivait chaque pas de Cora à travers la pièce avec une méfiance qui fit se hérisser les poils sur les bras de Cora. « Qui est cette créature que vous m'avez amenée ?» demanda la duchesse douairière à Sterling. Sa voix était fine, mais pas faible. « Encore une autre pour se tenir au-dessus de mon lit, pour me flatter et m'amadouer. Renvoyez-la. Mère, renvoyez-la. Je vous l'ai dit. » Cora n'attendit pas la réponse du duc. Elle posa son panier sur la petite table près de la fenêtre, et sans demander la permission, elle commença à le déballer. Un petit réchaud en cuivre, ses pieds repliés pour le voyage. Un fagot de petit bois, enveloppé dans un tissu huilé. Un sac en toile d'orge, un oignon, une carotte. Un os de mouton enveloppé dans de la mousseline, encore légèrement chaud du foyer de la taverne. Une outre d'eau. « Que faites-vous » exigea Honoria. Mais il y avait quelque chose sous son ton sec maintenant. De la curiosité peut-être, ou la première lueur de quelque chose qu'elle ne s'était pas permis depuis des semaines. « Je prépare votre souper, madame, » dit simplement Cora. « Juste ici, pour que vous puissiez me regarder faire. » Elle s'agenouilla près du foyer et installa le petit réchaud. Elle fit prendre le petit bois avec la facilité d'une longue pratique. Sterling fit un pas en avant pour aider ou pour protester. Cora lui fit signe de reculer sans lever les yeux. « Asseyez-vous, votre grâce, si vous le souhaitez, mais laissez-la regarder. » Et Honoria regarda. Elle regarda Cora peler l'oignon avec un petit couteau. Elle la regarda couper la carotte en fines rondelles. Elle regarda l'os de mouton aller dans la marmite avec l'orge et l'eau.
Elle regarda le tout commencer à mijoter sur la petite flamme de cuivre. La chambre s'emplit d'une odeur simple et honnête, totalement différente des plats riches et épicés que les cuisines du manoir envoyaient sans être touchées depuis des semaines. Cora ne dit plus rien. Elle laissa la femme regarder chaque cuillerée entrer, chaque tour de louche, jusqu'à ce que la soupe soit prête. Elle la versa fumante dans un bol et l'apporta elle-même au chevet du lit. « Je l'ai préparée sous vos propres yeux, madame, » dit-elle doucement. « Il n'y a rien dans ce bol que ce que vous m'avez vu y mettre. » Pendant un long moment, Honoria ne bougea pas. Sa main fine tremblait là où elle reposait sur la couverture. Puis, lentement, elle tendit la main vers la cuillère. Elle mangea, pas avec avidité, pas tout d'un coup, mais régulièrement. Cuillerée après cuillerée, avec précaution, jusqu'à ce que le bol soit vide. Ses yeux, maintenant humides, se levèrent pour rencontrer ceux de Cora. « Vous êtes la première personne dans cette maison, » murmura-t-elle, « qui m'a nourri sans d'abord me demander de lui faire confiance. » De l'autre côté de la pièce, Sterling se tenait très immobile. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux brillaient de quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Il avait fait entrer une étrangère dans la chambre de sa mère, sur la simple base d'une rumeur de la femme d'un meunier. Il ne s'attendait pas, en la regardant manger, à sentir le sol se dérober si complètement sous ses pieds, ni à se demander, avec un malaise glacial qu'il ne pouvait pas encore expliquer, pourquoi sa mère avait eu besoin d'être persuadée de faire confiance à sa propre nourriture. Cora se réveilla avant les oiseaux, comme toujours. Elle trouva son chemin à travers la maison endormie jusqu'aux cuisines principales, se souvenant seulement de l'escalier de service. Elle n'avait dormi que 3 heures sur un lit de camp dans l'ancienne salle de couture de la gouvernante. Et pourtant, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle emportait avec elle l'image du bol vide de Dame Honoria et les larmes dans les yeux de la vieille femme. Les cuisines, quand elle les trouva, ne ressemblaient en rien au foyer exigu qu'elle connaissait de la taverne. C'était une pièce de la taille d'une grange, avec de grandes cuisinières noires le long d'un mur, des casseroles en cuivre suspendues en rangées aux poutres du plafond, et une longue table bien récurée au centre qui aurait pu accueillir 20 personnes. Une soubrette de cuisine ratissait déjà les cendres de la veille. Et 2 servantes de cuisine chuchotaient près de la porte du garde-manger. Elles se turent dès que Cora entra. Elle avait à peine posé son panier sur la table qu'une voix traversa la pièce, froide et précise comme une lame tirée de son fourreau. « Vous devez être la femme du village. » Thaddeus Finch se tenait sur le seuil du garde-manger. C'était un homme grand d'environ 60 ans, vêtu de noir du col aux bottes. Ses cheveux gris étaient plaqués contre son crâne. Ses mains étaient jointes devant lui d'une manière qui rappela à Cora un pasteur sur le point de prononcer un sermon malvenu. Il ne donna pas son nom. Il n'en avait pas besoin. Chaque ligne de sa personne parlait d'un homme habitué à être obéi dès qu'il entrait dans une pièce. « Cora Prescott, monsieur », dit-elle, et elle fit un petit signe de tête, bien que quelque chose dans ses manières la dissuadait de faire la révérence. « Votre grâce m'informe que vous devez préparer la nourriture pour la duchesse douairière. » Les yeux de Finch parcoururent sa simple robe de laine, son panier, le petit réchaud en cuivre qu'elle avait posé sur la table avec un dégoût manifeste. « Je dois vous dire franchement que ce n'est pas ainsi que les choses se passent à Oakhaven. Toutes les provisions pour la table de sa grâce passent par ce garde-manger. Elles sont inspectées par moi-même et préparées par du personnel formé sous ce toit depuis une décennie ou plus. Il en est ainsi depuis l'époque de l'ancien duc. Avec tout mon respect, monsieur, j'ai l'intention de continuer à ma façon, dit Cora. C'est en me regardant cuisiner simplement sous ses propres yeux que sa dame a mangé hier soir. Pas une formation raffinée, pas un service en argent, juste le fait de le voir. Un heureux hasard, sans aucun doute. La bouche de Finch s'amincit. Un repas pris par nouveauté ne prouve rien. Vous trouverez le garde-manger bien approvisionné. Je vous suggère d'utiliser ce qui est déjà ici, plutôt que d'encombrer ma cuisine avec des paniers venus du village comme une charrette de rétameurs. Il se déplaça alors, sans attendre son accord, vers le petit plateau en bois au bout de la table. Cora avait commencé à y disposer ses épices. Un cornet de poivre, un papier de noix de muscade, un petit pot de sel qu'elle avait moulu elle-même la semaine précédente. Sa main se referma sur le plateau, comme pour le balayer et le remplacer par quelque chose de ses propres réserves. La main de Cora se posa sur le plateau, à côté de la sienne.
Pas brutalement, mais assez fermement pour qu'il ne puisse pas le soulever, sans une lutte inconvenante, pour l'un comme pour l'autre. « Je garderai mes propres épices, s'il vous plaît, monsieur, » dit-elle. Et bien que sa voix restât égale, elle ne le quitta pas des yeux. Une cuisinière connaît son propre sel. Je ne ferai pas confiance à celui d'un autre, pas pour le bien de la duchesse douairière. Quelque chose traversa alors le visage de Finch. Si bref que si, Cora avait cligné des yeux, elle l'aurait peut-être manqué entièrement. Pas une simple offense d'être contredit par une femme du village dans sa propre cuisine. Quelque chose de plus vif, une lueur d'alarme rapidement dissimulée sous le même sang-froid qu'il portait comme un second manteau. « Comme vous voudrez », dit-il enfin, en retirant sa main. « Bien que je vous rappelle, mademoiselle Prescott, que cette maison a tenu 200 ans sans le bénéfice de vos méthodes particulières. J'espère que vous n'abuserez pas de l'accueil que le chagrin de sa grâce vous a valu. » Il se tourna et la laissa là. Ses pas n'étaient pas pressés sur le sol en pierre. Cora resta un long moment les mains encore posées sur le plateau à épices. Son cœur battait un peu plus vite qu'elle n'aurait aimé l'admettre. Les deux servantes de cuisine étaient devenues très silencieuses dans leur travail, les yeux baissés. Ce n'est que lorsque les pas de Finch se furent estompés dans le couloir que l'aînée des deux, une fille aux jointures rougies et aux manières nerveuses, risqua un regard vers Cora. « Vous feriez mieux de vous méfier de Monsieur Finch, » murmura-t-elle, à peine plus fort qu'un chuchotement. « Il n'aime pas qu'on le contrarie dans sa cuisine. La cuisinière avant vous, la vieille Madame Holwich, elle l'a contredit une fois, à propos de la commande du poisson. Et dans les 15 jours, elle a fait une chute dans l'escalier de la cave et n'est jamais revenue au service après. »« Une chute ?» répéta lentement Cora. La fille ne dit rien de plus, se penchant de nouveau sur ses cendres. Mais l'avertissement laissa un froid dans l'estomac de Cora, tandis qu'elle commençait, d'une main sûre, à préparer l'orge et l'oignon pour le petit déjeuner de la duchesse douairière. Elle pensa à l'étrange lueur dans les yeux de Finch quand elle n'avait pas voulu céder son sel. Elle pensa à une femme qui avait refusé toute nourriture pendant des mois, dans une maison où l'intendant contrôlait chaque grain qui passait par la porte du garde-manger. Au moment où le porridge mijotait, Cora avait pris sa décision. Quoi qu'elle cuisine pour Dame Honoria à partir de ce jour, pas un seul ingrédient ne viendrait des réserves de Thaddeus Finch. Ni le sel, ni la farine, pas même une pincée de poivre. Elle irait elle-même au marché du village et achèterait chaque chose de ses propres mains, auprès de gens qu'elle pourrait regarder dans les yeux. Elle ne savait pas encore pourquoi. Elle savait seulement, avec la certitude simple d'une cuisinière qui faisait confiance à ses propres sens par-dessus tout, que quelque chose dans cette maison n'allait pas du tout, et que la courtoisie froide de Finch recouvrait cela comme un couvercle pressé sur une marmite sur le point de déborder. La calèche que Sterling lui avait prêtée s'arrêta en cahotant au bord de la place du marché, juste au moment où la cloche de l'église sonnait 9 heures. Cora descendit dans une scène qu'elle connaissait bien mieux que n'importe quelle grande cuisine. Des étals serrés les uns contre les autres sur les pavés. Des oies cacardant dans leurs caisses. L'odeur du pain frais, des feuilles de choux mouillées et des chevaux, tout se mélangeait dans l'air froid du matin. Elle avait arpenté cette place chaque semaine de sa vie, jusqu'à ce que la calèche d'un duc l'en emporte. C'était étrange maintenant d'arriver avec des gants de velours empruntés, bien qu'elle les ait laissés dans son panier avant même d'atteindre le premier étal. Elle alla d'abord chez le vieux monsieur Higgins pour le grain. Remplissant un sac d'orge, elle le regarda le puiser lui-même dans un bac ouvert. Puis chez la veuve Trent pour des carottes et des oignons encore couverts de terre de jardin. Puis chez le boucher pour un os de mouton. Elle retournait chaque achat dans ses mains avant de le payer. Exactement comme elle l'avait toujours fait. Exactement comme sa mère le lui avait appris avant elle. C'est à l'étal du marchand de sel qu'elle s'arrêta le plus longtemps. Elle ne connaissait pas l'homme. Un nouveau venu sur la place, à en juger par sa charrette, avec une enseigne peinte le déclarant fournisseur exclusif de sel de table et de sel de conserve pour les grandes maisons du comté. Oakhaven étant le client principal. C'était un homme corpulent aux yeux vifs et fuyants. Il l'accueillit avec le bagout facile d'un homme habitué à vendre à des serviteurs qui ne posent pas trop de questions. « Du beau gros sel, mademoiselle, fraîchement moulu il y a 15 jours. Fourni à la table même de sa grâce, si cela peut vous le recommander. » Cora plongea la main dans le sac ouvert qu'il lui offrait. Elle laissa une poignée couler entre ses doigts comme à son habitude, cherchant le sable ou l'humidité
avant de se fier à la seule parole d'un marchand. Le sel semblait assez ordinaire, pâle et grossier. Mais alors qu'elle levait la main vers son visage, une odeur lui parvint qui la fit presque défaillir. Aigre, pas l'odeur minérale et propre qu'elle connaissait depuis une vie à saler la viande et le beurre, mais quelque chose de plus fin et de plus amer en dessous, comme l'odeur qui s'accrochait à la boutique de l'apothicaire les jours de marché, médicinale et désagréable. « Ce sel a une odeur étrange pour moi, dit-elle, en gardant une voix légère. D'où tirez-vous votre stock, si je puis me permettre ?» Les manières faciles du marchand se refroidirent d'un cran. « D'un fournisseur du Nord, comme toujours. Rien d'étrange à ce que j'ai entendu. Et j'ai vendu à l'intendant d'Oak Haven ces 6 derniers mois sans aucune plainte. »« 6 mois ?» répéta Cora. Elle pensa au timing sans le vouloir. Presque la même durée pendant laquelle Dame Hanoria s'était affaiblie. Refusant la nourriture, maigrissant de semaine en semaine, ce n'était peut-être rien. Les marchands de sel changeaient de fournisseur tout le temps, et une odeur étrange pouvait ne signifier rien de plus qu'un mauvais stockage ou une charrette humide. Et pourtant, le froid dans son estomac ne se calma pas. « Je vais faire mes achats ailleurs aujourd'hui, je pense, » dit-elle. Elle posa la pièce qu'elle lui devait pour la poignée qu'elle avait déjà touchée, plus par équité que par obligation. Le visage du marchand s'assombrit, mais il ne dit rien de plus alors qu'elle se détournait. Son panier était plus lourd maintenant de grains et de légumes, mais sans sel. Elle moudrait le sien ce soir-là, comme elle l'avait prévu depuis le début, à partir de la petite réserve qu'elle avait apportée du village. Elle avait fait peut-être 20 pas vers la calèche, se faufilant entre une charrette de fromage et un groupe de lavandières qui bavardaient, quand un picotement à l'arrière de son cou la fit regarder derrière elle. Un jeune homme se tenait près du bord de la place, à moitié caché derrière un pilier de l'ancienne croix du marché. Il la regardait, pas nonchalamment, pas comme un homme regarde passer un joli visage, mais fixement, délibérément. Ses yeux allaient de son panier à son visage et inversement. Elle reconnut immédiatement la livrée d'Oak Haven sous son simple manteau de voyage. La garniture vert foncé qu'elle avait vue sur les laquais du grand manoir. Elle l'avait déjà vue, réalisa-t-elle. Debout en silence derrière l'épaule de Thaddeus Finch dans le couloir, devant les cuisines le matin précédent. Cora ne laissa pas son pas faiblir. Elle continua vers la calèche, comme si elle n'avait rien remarqué du tout. Elle monta à l'intérieur, et ce n'est qu'une fois la porte refermée derrière elle qu'elle risqua un regard en arrière par la petite fenêtre. Le laquais s'était déplacé vers l'étal du marchand de sel. Il parlait à l'homme à voix basse et rapide. Et bien que Cora ne puisse pas entendre un mot à travers la place, elle vit la tête du marchand se tourner une fois vers sa calèche qui partait. Et elle le vit hocher la tête lentement et avec compréhension, comme un homme qui vient de recevoir une instruction qu'il a l'intention de suivre. Cora se cala contre le siège en cuir usé. Son cœur battait plus fort que ne pouvait l'expliquer le seul cahotement de la calèche. Elle pensa à la main froide de Finch se refermant sur son plateau d'épices. Elle pensa à Madame Holwich, l'ancienne cuisinière qui l'avait contredit une fois et était tombée dans un escalier de cave, pour ne jamais revenir au service. Elle pensa à un intendant de maison qui avait, de son propre aveu, traité avec ce marchand de sel particulier pendant 6 mois. Les mêmes 6 mois pendant lesquels la maîtresse de maison s'était dépérie derrière des portes closes, ne faisant confiance à personne, ne mangeant rien. Comme si un instinct silencieux en elle avait su bien avant tout le monde que la nourriture même apportée à sa table pourrait être ce qui la tuait lentement. Au moment où la calèche repassa les portes d'Oak Haven, Cora avait pris une deuxième décision pour accompagner sa première. Elle n'allait pas simplement éviter les réserves de Finch à partir de ce jour. Elle trouverait un moyen, aussi prudent et silencieux soit-il, de savoir exactement ce qui était passé par le garde-manger de cet intendant ces 6 derniers mois. Et pourquoi un laquais en livrée d'Oak Haven avait jugé bon d'avertir un marchand de sel au moment même où elle s'était éloignée. Que ces questions méritaient d'être surveillées. La convocation arriva par l'intermédiaire d'un laquais au dos raide. Il trouva Cora dans l'office, en train de moudre son propre sel à partir du bloc qu'elle avait ramené du village. Il l'informa que sa grâce requérait sa présence dans son bureau sans délai. Elle s'essuya les mains, rajusta son tablier du mieux qu'elle put, et suivit l'homme à travers des couloirs qu'elle commençait à peine à connaître, montant un escalier bordé de portraits des ancêtres de Vance, jusqu'à une lourde porte en chêne au bout d'un passage silencieux.
Sterling se tenait à la fenêtre quand elle entra, le dos tourné vers elle, une main appuyée contre le cadre. Il ne se retourna pas tout de suite, et quand il le fit, son visage ne portait aucune de l'inquiétude brute et ouverte qu'elle avait vue en lui 3 nuits plus tôt à la taverne. C'était un homme différent devant elle maintenant. Le duc d'Oakhaven, froid et mécontent, un grand livre ouvert sur le bureau à côté de lui. « On me dit, dit-il, que vous avez passé la meilleure partie de la matinée d'hier au marché, achetant du grain, des légumes et du sel avec de l'argent tiré des comptes de cette maison. Alors que le garde-manger du domaine est plein à craquer à moins de 50 pas de l'endroit où vous dormez. Monsieur Finch m'a lui-même rapporté l'affaire. Il me dit que vous avez refusé d'utiliser quoi que ce soit déjà fourni sous ce toit. » Cora garda les mains jointes devant elle, le menton droit. « C'est vrai, votre grâce. Alors peut-être pourriez-vous me l'expliquer, avant que je ne décide si notre arrangement vaut la dépense et la perturbation qu'il a causée dans la maison de mon intendant. » Il n'y avait aucune douceur dans sa voix maintenant, seulement la patience plate d'un homme attendant qu'on lui donne une raison de ne pas être en colère. Cora avait su, en revenant du marché la veille, que cette conversation aurait lieu. Elle avait passé la soirée à s'y préparer, pas avec des excuses, mais avec des preuves. « Je vais vous montrer, si vous le permettez, plutôt que de vous le dire, » dit-elle. Elle sortit de la poche de son tablier les 2 petits cornets de papier qu'elle avait apportés avec elle. Elle les posa sur son bureau, côte à côte, et à côté d'eux, un plat peu profond d'eau chaude qu'elle avait demandé au laquais d'apporter quelques instants auparavant. Il fumait encore légèrement dans l'air plus frais du bureau. « Ce premier cornet est du sel de votre propre garde-manger, votre grâce. Il m'a été donné librement par le sous-chef de M. Finch le matin de mon arrivée. Ce second est du sel que j'ai acheté moi-même au marché hier, d'une toute autre main. » Elle ouvrit le premier cornet et en versa une petite mesure dans le plat, remuant avec une cuillère jusqu'à ce qu'il se dissolve. « Regardez l'eau, s'il vous plaît. » Sterling s'approcha, son impatience cédant malgré lui à une lueur de curiosité. L'eau, d'abord trouble avec le sel qui se dissolvait, commença après un moment à s'éclaircir, sauf pour un léger résidu sombre qui se déposa lentement et obstinément au fond du plat. Un mince film gris qui n'avait rien à faire là. Cora le savait pour l'avoir fait toute sa vie à son propre foyer. « Le sel commun ne laisse pas une telle marque, dit-elle doucement. Je l'ai dissous dans l'eau plus de fois que je ne pourrais le compter, depuis que j'étais une fille aux côtés de ma mère. Maintenant, regardez ceci. » Elle vida le plat, le remplit d'eau fraîche et chaude, et répéta le processus avec le second cornet. Le sel qu'elle avait acheté ce matin-là, finement moulu du bloc qu'elle avait ramené du village. L'eau se troubla, puis s'éclaircit, et cette fois, elle devint propre et brillante, ne laissant derrière elle sur la porcelaine que la plus faible trace de blanc. Sterling fixa les 2 plats un long moment, sans rien dire. Quand il parla enfin, sa voix avait perdu la froideur qu'elle avait quand elle était entrée. « Cela ne prouve rien de manière concluante, dit-il. Bien qu'il y ait moins de conviction maintenant qu'une minute auparavant. Un résidu dans l'eau peut signifier un certain nombre de choses. Un mauvais raffinage, une mine entièrement différente. Vous n'êtes pas apothicaire, mademoiselle Prescott, pour déclarer une substance impure et une autre pure sur la base d'une astuce de cuisine. Non, votre grâce, je ne le suis pas, convint Cora. Mais j'ai salé de la viande, du beurre et du bouillon chaque semaine de ma vie. Et je connais l'odeur et le dépôt du bon sel, comme vous connaîtriez l'allure de votre propre cheval dans le noir. Ce sel du garde-manger m'a paru avoir une odeur étrange dès que j'ai ouvert le cornet ce matin, fine et amère en dessous. La même odeur que j'ai sentie hier sur le sac du marchand du marché. Le marchand même avec qui M. Finch traite depuis 6 mois. Quelque chose changea sur le visage de Sterling à ces mots. Une immobilité qui n'était pas là auparavant. Il se détourna du bureau et retourna à la fenêtre, sa main de nouveau appuyée contre le cadre. Et pendant un long moment, il ne dit rien du tout, regardant l'étendue grise des pelouses vers la lointaine lisière des arbres. « 6 mois, dit-il enfin, à moitié pour lui-même. Ma mère s'est alitée pour de bon il y a environ 5 mois. Avant cela, elle était simplement prudente, méfiante de sa nourriture, d'une manière que j'ai mise à l'époque sur le compte des nerfs d'une veuve, une fantaisie de vieille femme qui s'aggravait avec l'âge. » Il se retourna pour faire face à Cora. Et elle vit sous les traits composés de son visage la même peur qu'elle avait entrevue la nuit où il était venu à la taverne. Seulement plus vive maintenant, plus froide.
teinté de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. J'ai appelé ça de la folie, mademoiselle Prescott. À mes propres amis, j'ai dit que la peur de ma mère pour sa nourriture n'était rien de plus que la folie d'une vieille femme. Peut-être que ce n'était pas de la folie du tout, votre grâce, dit doucement Cora. Peut-être que c'était la seule chose vraie qui restait dans une maison où tout le monde avait cessé de la croire. Sterling ne dit rien pendant un long moment. Puis il se dirigea vers le bureau, prit le cornet de papier de sel du garde-manger, toujours là, et ferma la main dessus, comme s'il voulait écraser les grains même à l'intérieur. « Ne dites rien de tout cela à Finch, dit-il doucement. Pas encore. Pas avant que je ne comprenne beaucoup plus de choses que ce soir. Le sommeil ne venait pas. Cora était allongée sur son lit de camp étroit dans l'ancienne salle de couture, longtemps après que la maison se fût tue. Elle ressassait dans son esprit le film gris se déposant au fond de ce plat en porcelaine. L'immobilité qui avait envahi le visage de Sterling quand il avait parlé de la peur de sa mère, 6 mois. Les mêmes 6 mois qu'un nouveau marchand de sel avait installé sa charrette sur la place du marché. Les mêmes 6 mois où Dame Honoria était devenue prudente, puis effrayée, puis silencieuse, derrière sa propre porte verrouillée. Ce n'était pas une coïncidence à côté de laquelle Cora pouvait poser sa tête et dormir tranquille. Elle se leva un peu avant minuit. Elle passa un châle sur sa chemise de nuit et alluma un bout de bougie aux braises de la cheminée de la salle de couture. La maison, à cette heure, était une créature entièrement différente de celle qu'elle connaissait de jour. Des couloirs s'étendant longs et noirs au-delà de la portée de sa petite flamme. Les portraits le long des murs n'étaient plus que des taches pâles la regardant passer. Elle avait appris en ces 3 jours à Oak Haven que le passage vers les réserves souterraines partait de l'escalier de service près de l'ancienne laiterie. Une lourde porte qu'elle avait entrevue une fois, et qu'une soubrette de cuisine lui avait dit mener à la glacière et aux caves à vin sous l'aile est. La porte n'était pas verrouillée. Cela seul lui parut étrange, étant donné avec quel soin Finch gardait chaque once de farine et de sucre à l'étage. Mais elle ne s'attarda pas longtemps à s'en étonner. Elle descendit un escalier de pierre étroit. Sa bougie projetait de longues ombres sur des murs qui devenaient plus froids à chaque pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne une chambre basse bordée de tonneaux et de fûts. L'air était piquant, avec l'odeur de la glace tassée et du vieux vin. Et quelque chose de légèrement métallique en dessous qu'elle ne pouvait nommer. Des rangées de fûts étaient empilées le long du mur du fond. La plupart portaient les marques ordinaires à la craie d'une cave bien tenue. Des dates, des contenus, le nom du marchand qui les avait fournis. Mais nichée à l'arrière, à moitié cachée derrière une pile de caisses vides, Cora trouva un plus petit groupe de tonneaux marqués différemment des autres. Pas de craie, pas de nom de marchand. Seulement un petit seau de cire rouge pressé dans le bois à côté de la bonde. Le même rouge terne qu'elle avait vu une fois auparavant, réalisa-t-elle avec un lent frisson. Sur l'emballage d'un colis livré à la chambre de la duchesse douairière, le matin même de son arrivée. Un colis de saindoux conservé, lui avait dit le sous-chef, destiné uniquement à la table privée de sa grâce. Elle compta 6 de ces fûts en tout, vin et saindoux confondus, chacun portant cette même petite marque rouge. Elle s'agenouilla à côté du plus proche et travailla à la bonde avec le bord de son couteau, la faisant levier juste assez pour presser son doigt sur le liquide à l'intérieur et l'approcher de la flamme de sa bougie. Du vin à l'odeur et à la couleur, mais sous l'acidité ordinaire se trouvait cette même note fine et amère qu'elle avait sentie sur le sel du garde-manger 2 matins auparavant. Inimitable maintenant qu'elle savait la chercher. Cora se rassit sur ses talons, son cœur battant fort contre ses côtes. 6 foot marqués à part de tous les autres. Livrée, elle en était certaine maintenant, bien qu'elle ne puisse pas encore prouver quand ni par qui, pour les appartements de Dame Honoria seule. Pas le vin de toute la maisonnée, pas le saindoux de toute la maisonnée, seulement ce qui passait à la propre table de la duchesse douairière. Mis à part avec une marque privée que seul un intendant ayant le contrôle total des livres de cave penserait ou oserait faire. Elle tendait la main vers un deuxième fût, avec l'intention de le tester de la même manière, quand un son lui parvint de l'escalier au-dessus. Le raclement d'une botte contre la pierre, délibéré et sans hâte. Cora se redressa aussitôt, éteignant sa bougie entre son pouce et son index, plongeant la cave dans une obscurité si complète qu'elle ne pouvait rien voir du tout. Seulement sentir le froid rayonner des réserves de glace dans son dos. Les pas ne descendirent pas. Ils s'arrêtèrent plutôt en haut de l'escalier.
Et Cora entendit, faible mais distinct, le lourd gémissement de la porte en chêne se refermant, suivi un instant plus tard par le cliquetis et le bruit sourd indubitable d'un verrou tiré de l'extérieur. Elle traversa la cave dans le noir, se frayant un chemin entre les tonneaux et les caisses avec des mains qui avaient commencé, malgré elle, à trembler. Et elle atteignit la porte pour trouver exactement ce que ses oreilles lui avaient déjà dit. Verrouillée, solidement, de l'extérieur. Par quelqu'un qui avait su précisément où elle était et qui avait choisi à ce moment-là, non pas de la confronter, mais de l'enfermer dans le froid et de l'y laisser. « Allô » appela-t-elle, frappant fort sa paume contre le bois lourd. « Y a-t-il quelqu'un? Je suis enfermé. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Aucune réponse ne vint, seulement le silence. Et en dessous, faibles et s'éloignant, les mêmes pas sans hâte qu'elle avait entendu descendre quelques instants auparavant, montant maintenant un passage au-delà de son ouïe, la laissant seule dans le noir parmi la glace et les fûts marqués, avec rien d'autre que son propre souffle et le froid s'insinuant régulièrement dans ses os. Elle était descendue pour prouver un soupçon. Elle comprenait maintenant, blottie contre la porte de la cave avec son châle bien serré, qu'en le faisant, elle avait confirmé quelque chose de tout à fait différent. Quiconque avait marqué ces 6 fûts de cire rouge avait su la nuit même où elle était allée les chercher, qu'elle était là. Cora ne savait pas combien de temps elle était restée blottie contre la porte de la cave avant que le sommeil ne la prenne enfin, recroquevillée contre la pierre froide, son châle sur ses genoux. Mais elle se réveilla au son du verrou qu'on retirait et à la lumière grise du matin qui se déversait dans l'escalier. Cora. La voix de Sterling, vive d'alarme, résonna dans la chambre avant lui. Et un instant plus tard, il était accroupi à côté d'elle. Son grand manteau encore boutonné de sa chevauchée, son visage blanc sous la lumière de la lampe qu'un des laquais portait derrière lui. Il était venu, elle l'apprendrait plus tard, la chercher pour le petit déjeuner. Le sous-chef lui avait dit que personne ne l'avait vu depuis la veille au soir. Et quelque chose là-dedans l'avait poussé à fouiller la maison pièce par pièce, jusqu'à ce qu'une soubrette se souvienne du lit de la salle de couture, vide et froid. « Vous êtes gelé jusqu'aux os », dit-il. Et avant qu'elle ne puisse protester, il avait retiré son propre grand manteau et l'avait enroulé autour de ses épaules. Ses mains, remarqua-t-elle vaguement, n'étaient pas tout à fait stables en le faisant. La porte était verrouillée de l'extérieur, votre grâce, réussit-elle à dire entre ses dents qui claquaient, alors qu'il l'aidait à monter l'escalier. Je ne me suis pas enfermé. Je le sais, dit-il sombrement. Il n'y a pas de verrou sur cette porte qu'une personne pourrait tirer de l'intérieur. Quelqu'un vous a fait ça délibérément. Il n'en dit pas plus, jusqu'à ce qu'on lui ait donné du bouillon chaud et un bon feu dans le propre salon de la gouvernante, et que la couleur ait commencé à revenir sur son visage. C'est seulement alors, une fois que les serviteurs se furent retirés et que la porte fut fermée, qu'il s'assit en face d'elle et lui demanda doucement ce qu'elle avait trouvé là-dessous, pour que quelqu'un veuille la faire taire. Cora lui parla des 6 fûts marqués à part, avec de la cire rouge. Delanota mère sous l'acidité ordinaire du vin, correspondant exactement à l'odeur qu'elle avait sentie sur le sel du garde-manger et le sac du marchand du marché. Elle vit sa mâchoire se serrer à chaque mot. Elle vit le dernier de ses doutes de leur conversation 2 jours plus tôt s'évanouir complètement, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus résolu. « Vous ne dormirez plus dans cette salle de couture, dit-il. Je ferai préparer une chambre pour vous dans l'aile des invités, près des appartements de ma mère. Là où un serviteur passe à toute heure et où personne ne pourrait aller et venir sans être remarqué. J'aurais dû y penser avant. » Il se leva alors, agité, et se dirigea vers la fenêtre, tout comme il l'avait fait dans son bureau 2 jours auparavant. Et Cora comprit qu'il était un homme qui réfléchissait mieux debout. Retournant une affaire comme un autre pourrait retourner une pièce de monnaie. « Je parlerai à ma mère, dit-il enfin. Elle a dit peu de choses substantielles depuis le début de sa maladie, seulement qu'elle ne faisait confiance à personne. Peut-être que maintenant qu'elle est plus forte, elle en dira plus. » Ils trouvèrent Dame Hanoria 1 heure plus tard. Pas dans son lit, mais dans la petite véranda vitrée qui donnait sur les jardins de l'Est, assise dans un fauteuil en osier parmi les fougères et le jasmin d'hiver, un châle sur les épaules et une couleur sur ses joues qui n'était pas là 4 jours plus tôt. C'était la première fois que Cora la voyait hors de sa chambre, et cette vue, la vieille femme droite,
respirant l'air froid du matin, regardant un rouge-gorge sautiller sur les dalles au-delà de la vitre, frappa Cora d'une satisfaction silencieuse et féroce que nul seau de cire rouge ne pourrait lui enlever. « Vous avez l'air bien ce matin, madame, » dit Cora, faisant cette fois une révérence en bonne et due forme, car quelque chose dans le port de la femme semblait l'exiger. « Je me sens moins comme un fantôme hantant ma propre maison, si c'est ce que vous voulez dire, » dit Honoria, mais sans méchanceté. Ses yeux vifs passèrent de Cora à son fils, et inversement, ne manquant rien comme il ne semblait jamais le faire. Vous avez tous les deux l'air de gens porteurs de nouvelles qu'ils ne savent pas comment donner à une vieille femme. Dites-le. Sterling hésita, mais Cora, qui avait déjà appris qu'Honoria appréciait la franchise par-dessus tout confort, répondit la première. Nous croyons, madame, que quelque chose a été fait à la nourriture et à la boisson apportée à votre table ces derniers mois. Quelque chose destiné à vous faire du mal, lentement et silencieusement, pour ne jamais être pris sur le fait. Elle s'était préparée au choc, peut-être même à l'incrédulité. Au lieu de cela, quelque chose comme un soulagement passa sur le visage de la vieille femme. Si brute et soudain que la poitrine de Cora se serra de le voir. « Alors je ne suis pas folle après tout, » dit doucement Honoria. Ses mains tremblaient là où elles étaient jointes sur ses genoux. Pendant des mois, je me suis dit que j'imaginais. Un goût que je ne pouvais nommer. Du métal sous la douceur de mon vin. Une amertume sous ma viande salée que personne d'autre ne prétendait remarquer. J'ai arrêté de manger parce que je faisais plus confiance à ma propre langue qu'à ma propre maisonnée. Et je les ai laissés me traiter de folle plutôt que de dire à voix haute ce que je craignais. De peur de qui pourrait écouter. « Quand cela a-t-il commencé, madame ?» demanda doucement Cora. « Le goût? Vous en souvenez-vous » Le regard d'Honoria dériva vers le jardin, au-delà de la vitre. Et pendant un long moment, elle ne dit rien, comme si elle rassemblait le courage de dire une chose qu'elle avait gardée silencieuse pendant 6 mois. « Cela a commencé, » dit-elle enfin, « la semaine même où j'ai annoncé à cette maisonnée que j'avais l'intention, au printemps, de revoir moi-même les registres du domaine. Chaque compte, chaque rendement remontant à 10 bonnes années. J'étais devenue inquiète au sujet des revenus de la forêt depuis un certain temps. Je n'ai dit mes raisons à personne. J'ai seulement dit que j'avais l'intention de regarder. Ses yeux, quand ils revinrent sur le visage de Cora, étaient brillants, durs et entièrement lucides. Dans les 15 jours, ma nourriture avait commencé à avoir un goût que je ne pouvais nommer. Je me suis demandé depuis, dans les heures les plus sombres, si les deux choses étaient liées. Je vois maintenant sur vos visages que je n'avais pas tort de me le demander. Sterling partit seul à cheval l'après-midi suivant, choisissant de laisser Cora au manoir avec pour instruction de rester près de sa mère. Car il ne voulait pas que les 2 femmes en qui il avait confiance soient hors de sa vue tant que ce qui agissait contre elles restait invisible. La boutique de l'apothicaire se trouvait à l'autre bout de la ville marchande. Un bâtiment à la façade étroite, encombré de bocaux d'herbes séchées et de bouteilles en verre coloré. Son propriétaire, un homme voûté et précis, nommé M. Aldis, avait servi les grandes maisons du comté pendant près de 30 ans. Votre grâce. Il se redressa derrière son comptoir, à la vue du jeune duc, se baissant sous sa porte basse, s'essuyant les mains sur le tablier de cuir qu'il portait par-dessus son manteau. Quel honneur! Que puis-je faire pour Oakhaven aujourd'hui? Sterling avait mûrement réfléchi pendant le trajet à la meilleure façon de formuler sa question sans en révéler plus qu'il ne le souhaitait. Il posa sur le comptoir le petit cornet de papier que Cora lui avait glissé dans la main avant son départ. Un grattage du résidu sombre qu'elle avait extrait du sel du garde-manger, recueilli soigneusement du fond du plat en porcelaine et séché sur un morceau de mousseline. « J'aimerais savoir ce que c'est, » dit-il simplement. « Et j'aimerais votre parole honnête à ce sujet, quelle que soit la réponse. » Aldis sortit une paire de lunettes de son gilet et se pencha sur le cornet, touchant du bout du doigt le résidu, le portant à son nez. Puis, après un moment d'hésitation, en touchant le bord même avec sa langue et crachant aussitôt dans une bassine gardée sous son comptoir à cet effet. « D'où cela vient-il, votre grâce, si je puis me permettre? » « Je préférerais entendre votre réponse d'abord. » L'apothicaire resta silencieux un long moment, tournant le morceau de mousseline entre ses doigts. « C'est une préparation minérale, et pas des plus communes. De l'arsenic blanc, très probablement, coupé avec quelque chose pour atténuer son amertume habituelle. De la craie ou de l'os finement moulu, je pense, pour déguiser à la fois le goût et la couleur lorsqu'il est mélangé à du sel ou du vin.
Donné à petite dose sur une longue période, il produirait exactement ce qui, je crois comprendre, a troublé votre maisonnée ces 6 derniers mois. Une maladie débilitante, une perte d'appétit, un lent déclin que les médecins qualifieraient plus volontiers de fièvre obscure des nerfs plutôt que de penser à tester pour le poison. Car qui soupçonnerait une telle chose dans la propre maison d'une duchesse? La main de Sterling se referma lentement sur le bord du comptoir. Il s'en était douté dès l'instant où Cora avait décrit le résidu dans son plat en porcelaine. Et pourtant, entendre les mots prononcés à voix haute par un homme de la stature d'Aldis le frappa avec une force à laquelle il ne s'était pas préparé. « Arsenic », répéta-t-il, à voix basse. « Et où un homme ayant des raisons d'en vouloir pourrait-il en acheter ?» Aldis hésita, et quelque chose dans ses manières changea. Une prudence que Sterling reconnut immédiatement comme celle d'un homme pesant la loyauté envers un client contre la loyauté envers un duc se tenant dans sa boutique. « Je n'aime pas ce que je vais vous dire, votre grâce, » dit enfin l'apothicaire. « Mais je ne vous mentirai pas sous mon propre toit. J'ai fourni une préparation très similaire, en petite quantité, au cours des 6 derniers mois, sur ordre écrit, portant votre propre sceau et votre signature. J'ai supposé qu'elle était achetée pour la dératisation des greniers du domaine, une demande assez courante. Et la commande est arrivée dûment autorisée, ou du moins je le croyais. « Montrez-moi cette commande, » dit Sterling, sa voix devenue très calme. Aldis disparut à l'arrière de sa boutique et revint quelques minutes plus tard avec un mince registre, l'ouvrant sur le comptoir à une page marquée de 6 entrées distinctes au cours des 6 derniers mois, chacune enregistrant un petit achat de préparation d'arsenic. Chacune portant à son pied une signature que Sterling fixa pendant un long et froid moment avant de parler. « Ce n'est pas mon écriture, » dit-il finalement. « C'en est une bonne copie, assez proche pour tromper le regard d'un clerc, encore plus proche pour tromper un homme qui faisait plus confiance au sceau qu'à la signature. Mais ce n'est pas la mienne. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette boutique avant aujourd'hui, monsieur Aldis, ni envoyé aucune commande par lettre ou par messager. » Le visage de l'apothicaire perdit sa couleur. « Alors j'ai vendu du poison dans votre propre maison, votre grâce, sur une parole falsifiée. Et que Dieu me pardonne de ne pas y avoir regardé de plus près. Vous ne pouviez pas savoir, dit Sterling, bien que les mots sortent avec raideur, car il pensait déjà au sceau de la maison, toujours gardé dans le bureau même de l'intendant pour le scellement de la correspondance du domaine. Et à l'unique homme qui y avait accès à toute heure du jour, sans que personne sous ce toit ne le questionne. Qui récupérait ces commandes une fois préparées? Les livriez-vous vous-même au manoir, ou venait-elle être cherchée? Cherchez votre grâce, à chaque fois par le même homme. Un intendant, par ses manières et sa tenue. Plus âgé, aux cheveux gris, peu bavard. Il a donné son nom une fois au début, quand il est venu avec la première commande. Finch, je crois qu'il s'appelait. Thaddeus Finch. Sterling ne dit rien pendant un long moment. Dehors, par la vitrine de la boutique, la ville marchande vaquait à ses occupations ordinaires de l'après-midi. Des charrettes, des voix qui s'interpellaient, et un chien qui aboyait quelque part dans la ruelle. Totalement inconscient qu'à l'intérieur de l'étroite boutique de l'apothicaire, un jeune duc se tenait, apprenant avec une certitude qui lui glaça le sang. Que l'homme qui avait dirigé la maisonnée de sa mère pendant près de 2 décennies, l'homme en qui son propre père avait eu confiance, l'homme qui s'était tenu à ses côtés sur la tombe du vieux duc, avait tranquillement, patiemment empoisonné Dame Honoria Vance sous le couvert d'une signature falsifiée. Mois après mois. Pour des raisons que Sterling ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il était maintenant sombrement déterminé à découvrir avant qu'une autre goutte de vin contaminé n'atteigne la table de sa mère. « Ne dites rien de ceci à âme qui vive, monsieur Aldis, » dit-il, rassemblant le registre et le morceau de mousseline, avec des mains devenues parfaitement stables maintenant, stabilisées par la détermination, là où la peur avait échoué à les stabiliser. Pas avant que j'aie assez de preuves pour le voir pendu pour cela. Finch était parti à cheval à l'aube pour inspecter les fermes des tenanciers le long de la frontière est du domaine. Une course bimensuelle si ancrée dans l'habitude que même Sterling pouvait régler sa montre de poche dessus. Et il ne reviendrait pas, confirma la gouvernante, avant la tombée de la nuit. Cela leur donnait, dit Sterling à Cora, quand il la trouva dans le petit salon attenant à la chambre de sa mère ce soir-là, la meilleure partie d'une journée pour faire ce que les moyens honnêtes n'avaient pas réussi à accomplir. Regarder sans demander la permission,
dans la seule pièce de la maison que Finch avait toujours gardée verrouillée à toute âme sous ce toit, sauf lui-même. Le bureau de l'intendant se trouvait au bout du couloir du rez-de-chaussée. Une pièce étroite, tapissée du sol au plafond de registre et de papier du domaine. Sentant l'encre, le vieux cuir et la cendre froide d'une cheminée rarement allumée avant le soir, Sterling avait une clé de rechange prise il y a longtemps sur le bureau de son défunt père et jamais utilisée une seule fois, et sa main ne trembla que légèrement en la tournant dans la serrure. « Nous cherchons quoi précisément, votre grâce ?» demanda Cora, tenant la lampe haute alors qu'ils entraient. « Je ne sais guère, » admit Sterling. « La preuve de quelque chose au-delà d'une signature falsifiée et d'une salière empoisonnée. Une raison. Finch a géré ce domaine pendant 2 décennies et plus, sans plainte qui soit jamais parvenue à mes oreilles. Un homme ne se tourne pas vers l'empoisonnement d'une duchesse sans motif, et j'ai l'intention de trouver le sien. » Ils commencèrent méthodiquement, Cora tenant la lampe stable pendant que Sterling fouillait les tiroirs du bureau. Les livres de comptes empilés le long du mur proche. La correspondance, liée par des rubans, est classée par année. 1 heure passa en quasi-silence, rompue seulement par le bruissement du papier et le crépitement du feu que Cora avait allumé doucement dans la cheminée contre le froid du soir. Et Sterling commençait à craindre que la recherche ne donne rien du tout. Quand Cora, passant la main le long de la bibliothèque derrière le bureau par curiosité oisive, sentit une étagère céder légèrement sous sa paume, là où les autres tenaient bon. « Votre grâce, ici. » L'étagère pivota vers l'extérieur sur une charnière dissimulée, révélant une niche étroite derrière elle, pas plus profonde que l'avant-bras d'un homme. Et dans cette niche, une deuxième série de registres, plus petits et plus simples que ceux qui bordaient les étagères visibles. Leur couverture en cuir usé et douce au toucher. Et leur page, quand Sterling tira le premier et l'ouvrit sous la lampe, remplie de chiffres d'une écriture que Cora reconnut immédiatement comme celle de Finch. La même écriture serrée et précise qui avait marqué ces 6 fûts de cire rouge, appliqués ici plutôt à des colonnes de chiffres qui racontaient page après page leur propre histoire. « Rendement ce forestier », murmura Sterling, traçant une colonne d'un doigt, le front plissé à la lumière de la lampe. Comparez ce chiffre, bois vendu du Taillis Nord, automne de l'année dernière, avec ce qui est enregistré dans les comptes publics du domaine conservé dans la bibliothèque principale. Il se dirigea vers un second registre, l'un de l'étagère visible, et posa les 2 ouverts côte à côte sur le bureau. Ici, le compte public enregistre 400 livres pour cette vente. Ce livre caché en enregistre 620. 220 livres non comptabilisés, dit lentement Cora, pour une seule vente. Et ici, une autre divergence, et une autre. Sterling tournait les pages avec une vitesse croissante maintenant, son sang-froid s'effritant à chaque entrée qu'il découvrait, jusqu'à ce qu'il se rassit enfin dans le propre fauteuil de l'intendant, le registre privé ouvert devant lui. Et il fit la somme que Cora pouvait voir qu'il redoutait depuis que l'étagère avait pivoté. Près de 3000 livres, mademoiselle Prescott, détournés des ventes de bois et de grains du domaine sur près de 10 ans, cachés derrière des chiffres que lui seul enregistrait. Et moi, lui faisant confiance comme mon père lui faisait confiance avant moi, je n'ai jamais pensé à remettre en question. Cora posa la lampe sur le bureau et resta un moment à réfléchir à l'affaire, comme elle pourrait retourner un ingrédient étrange dans sa main avant de le mettre dans une marmite. Madame a parlé de son intention de revoir les registres elle-même, votre grâce, il y a environ 6 mois. Si Finch détournait tranquillement ses sommes depuis des années, sans être détecté, un audit d'une femme connue dans tout le comté, pour son œil vif et sa mémoire encore plus vive, l'aurait complètement anéanti. Sterling termina à voix basse. Pas seulement son poste. La loi aurait vu d'un très mauvais œil un intendant reconnu coupable d'avoir détourné près de 3000 livres d'un domaine ducal. Il aurait été pendu pour cela, ou presque. Et il l'a su au moment où ma mère a exprimé son intention à voix haute. Il ferma lentement le registre, sa main reposant à plat sur sa couverture usée. Mieux valait, pour un homme de son froid calcul, éliminer la menace avant qu'elle ne puisse jamais atteindre la table de la bibliothèque. Un empoisonnement lent, patient et silencieux, déguisé en une maladie débilitante de l'âge ou des nerfs, n'attirerait aucunement l'œil d'un magistrat. Un fils en deuil enterrant sa mère
et personne n'en saurait rien. Ils restèrent assis un moment dans la petite pièce sentant l'encre. Le feu brûlait doucement, le registre caché ouvert entre eux comme une blessure enfin mise à nu. Et Cora sentit tout le poids de ce qu'ils avaient découvert s'abattre sur elle. Pas seulement un empoisonnement, aussi terrible que cela soit en soi, mais une trahison de 2 décennies. Commise par un homme qui s'était tenu, selon Sterling, sur la tombe de son père comme un ami de confiance de la famille. « Nous avons assez de preuves maintenant pour agir contre lui, votre grâce, » dit-elle doucement. La signature falsifiée, le témoignage de l'apothicaire, ce registre de sa propre main. « Nous avons assez de preuves, » convint Sterling, se levant et prenant soigneusement le petit livre sous son bras. « Mais Finch ne sait pas encore que nous les avons. Et j'ai l'intention de garder cela ainsi jusqu'au moment où je choisirai de mettre fin à tout cela. Pas au moment où il me forcera la main en découvrant lui-même le vol. » Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la dernière lumière grise s'estompait rapidement vers l'obscurité totale, et vers la route le long de laquelle l'intendant, avant que trop d'heures ne passent, rentrerait chez lui. Totalement inconscient de ce qui avait été trouvé derrière sa propre bibliothèque pendant son absence. Finch revint des fermes des tenanciers, bien après la tombée de la nuit, plus tard que d'habitude. Sterling avait jugé plus sage de ne rien dire ce soir-là, de laisser la maisonnée s'installer dans son rythme ordinaire. Et donnait aucun signe que quoi que ce soit avait changé depuis le matin. C'était une discipline plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Assis en face de l'intendant, au petit souper servi dans le bureau du domaine pour discuter des réserves d'hiver de la ferme de l'Est. Regardant l'homme parler de fossés de drainage et de semences de maïs de cette même voix froide et précise, sachant tout le temps ce qui se trouvait plié à l'intérieur du registre privé, maintenant enfermé dans le propre bureau de Sterling à l'étage. Il ne fut pas assez discipliné à la fin pour cacher entièrement le vol. Finch découvrit son étagère cachée dérangée quelque temps avant l'aube. Que ce soit par une habitude de la vérifier chaque nuit que Sterling n'avait pas anticipé, ou par un instinct aiguisé par 20 ans à la garder, personne ne l'apprendrait que bien plus tard. Ce qui importait dans l'heure froide avant le lever du soleil, c'est que Cora, se levant tôt comme toujours pour s'occuper du bouillon matinal de Dame Hanoria, entendit depuis l'escalier de service un son qui n'appartenait pas du tout à cette heure. Le murmure bas et urgent de la voix d'un homme dans la remise à calèche au-delà du potager. Et en dessous, le grincement et le mouvement indubitable de lourdes malles chargées sur une charrette. Elle posa son panier près de la porte de l'office et traversa le sentier du jardin givré avec son châle bien serré. Se tenant à l'ombre de la haie d'if jusqu'à ce qu'elle atteigne une brèche dans la clôture qui offrait une vue claire sur la cour de la remise. Finch se tenait là dans la lumière grise de l'aube, non plus dans son habituel manteau noir, mais dans une simple cape de voyage qu'elle ne lui avait jamais vu porter. Il dirigeait un garçon d'écurie, à moitié endormi et clairement inconscient de la vraie nature de la course pour laquelle on l'avait réveillé. Il chargeait la dernière de 3 lourdes malles en bois sur le plateau d'une calèche non éclairée. Un deuxième cheval de calèche se tenait déjà attelé et piaffait dans le froid à côté du premier. Scellé légèrement, comme pour un cavalier voyageant vite et seul, plutôt que pour un voyage d'affaires ordinaire. « Vite maintenant !» dit Finch à voix basse et sèche, jetant un coup d'œil vers les fenêtres sombres du grand manoir derrière lui. « Nous partons dans le quart d'heure, avant que la maison ne s'éveille. » Cora n'attendit pas d'en entendre plus. Elle se retourna et courut, ses jupes relevées d'une main, traversant le jardin givré et passant par la porte de la cuisine, faisant sursauter la soubrette de cuisine en passant. Directement par l'escalier de service, 2 marches à la fois, jusqu'à l'aile des invités. Là où Sterling avait pris l'habitude de dormir ces dernières nuits, près de la chambre de sa mère. « Votre grâce !» Elle frappa la porte assez fort pour se meurtrir les jointures. Et il fut réveillé et à la porte en quelques instants. À moitié habillé, les cheveux en désordre, ses yeux vifs d'alarme dès qu'il vit son visage. Finch est dans la remise à calèche. Il charge des malles sur une charrette. Il a l'intention de fuir avant que la maison ne se réveille. J'en suis certaine. Sterling ne perdit pas un seul mot en incrédulité. Il attrapait déjà ses bottes. Criant par-dessus son épaule au laquais posté dans le couloir de réveiller le chef palefrenier et tout homme valide parmi les gardes du domaine, son sang-froid des 2 derniers jours se fissurant enfin en quelque chose de plus proche de l'urgence brute que Cora avait vu en lui pour la première fois à la porte de la taverne. 4 nuits qui semblaient maintenant une éternité.
Il ne doit pas atteindre la route de l'Est, dit Sterling, enfilant son manteau, tout en passant devant la deuxième borne à la croisée des trois chemins. S'il choisit mal, nous pourrions le perdre dans les chemins de traverse du comté, pendant des semaines. Nous le prenons ici, ou nous ne le prendrons peut-être pas du tout. Ils atteignirent la cour de la remise, juste au moment où le ciel à l'est commençait à pâlir véritablement vers le matin. 3 gardes du domaine sur les talons de Sterling, et le chef palefrenier en plus. Ils trouvèrent Finch déjà monté sur le cheval sellé. La calèche chargée se tenait prête derrière lui, avec le garçon d'écurie effrayé tenant son attelage, comprenant clairement seulement maintenant que quelque chose n'allait pas du tout avec la course qu'on lui avait demandé d'accomplir dans le noir. Pendant un long moment, l'intendant et le duc se firent face à travers la cour givrée en silence, la main de Finch crispée sur ses rênes, son sang-froid, pour la première fois depuis que Cora le connaissait, entièrement dépouillé, pour montrer le calcul rapide et désespéré derrière ses yeux. Fuir et risquer que les gardes le poursuivent sur un terrain qu'il ne connaissait pas aussi bien que les cuisines et les caves de son propre domaine. Ou rester et tenter un dernier mensonge pour s'en sortir. « Vous allez quelque part, Finch » dit Sterling. Et sa voix, aussi calme soit-elle, porta à travers la cour avec toute l'autorité d'un homme qui avait, en l'espace d'une seule semaine, appris exactement de quoi il était capable quand quelqu'un qu'il aimait avait été menacé sous sa propre protection. « Votre grâce !» La voix de Finch, quand elle vint, n'avait rien perdu de sa précision soignée, bien qu'un fin tremblement la parcourait maintenant qui n'avait jamais été là auparavant. Je suis appelé pour des affaires familiales des plus urgentes, et je ne souhaitais pas déranger la maisonnée à une heure si matinale. Des affaires familiales qui nécessitent 3 mâles de l'argenterie du domaine et un cheval sellé pour une chevauchée rapide plutôt qu'une calèche, le coupa Sterling, et qui vous oblige à vous éclipser avant l'aube sans un mot pour moi, après 20 ans de service fidèle. Je pense que vous feriez mieux de descendre, Finch, et de vous expliquer correctement avant que je ne demande à ces hommes de le faire pour vous. Les yeux de Finch se déplacèrent une fois, rapides et calculateurs, au-delà de Sterling vers les gardes, se déployant pour bloquer la seule porte de la cour, puis vers Cora, debout, pâle mais stable à l'épaule du duc. Et quelque chose dans son visage, en la voyant là, sembla enfin comprendre pleinement comment son plan prudent et patient s'était effondré. Pas par une grande confrontation, mais par une cuisinière de village qui avait fait confiance à son propre nez plutôt qu'à son autorité froide dès le premier matin où elle avait mis le pied dans sa cuisine. Ils ne prirent pas Finch par la force dans la cour de la remise, bien que la tension fût assez palpable dans l'air froid du matin pour que le garçon d'écurie en parle pendant des années après, à voix basse, à quiconque voulait bien l'écouter. Sterling donna plutôt l'ordre que l'intendant soit escorté sous bonne garde dans la maison même. Pas au bureau où de telles affaires étaient habituellement réglées entre gentilshommes, derrière des portes closes, mais dans le grand hall d'entrée, sous le grand escalier majestueux, où tout serviteur traversant de la cuisine à l'arrière-cuisine pourrait voir et savoir exactement ce qu'il était advenu de l'homme qui avait régné sur eux si froidement pendant 20 ans. Finch marcha entre 2 des gardes du domaine, le menton haut, sa cape de voyage toujours sur ses épaules. Et quelque chose dans son port dit à Cora, qui regardait du pied de l'escalier, qu'il n'avait pas encore abandonné tout espoir de s'en sortir par la parole. Un homme ne maintenait pas cette immobilité particulière du visage, ce vide prudent, à moins de croire encore qu'une version des événements pourrait encore être façonnée en sa faveur. « C'est un malentendu qui ne fait pas honneur à cette maison, votre grâce, » dit Finch, au moment où ils s'arrêtèrent sous le grand lustre. Ces bougies non allumées à cette heure matinale, la pâle lumière du matin tombant grise et peu flatteuse à travers les hautes fenêtres au-dessus de la porte. J'ai servi cette famille fidèlement depuis avant votre naissance. Je demanderai que tout ce qui a été dit contre moi soit pesé contre 20 ans de loyauté ininterrompue. La loyauté. La voix de Sterling coupa net à travers le hall, calme mais portant, et Cora vit le personnel de la maison se rassembler maintenant sur les bords du hall, des laquais attirés par l'agitation, la gouvernante se tordant les mains près du passage du garde-manger. Les 2 servantes de cuisine, jetant un coup d'œil par le coin, avec de grands yeux. Vous me pardonnerez, Finch, si je trouve que ce mot sonne mal, à côté d'une signature falsifiée à la boutique de l'apothicaire.
6 fûts de vin empoisonné, marqués à part dans ma propre cave, et un registre privé caché derrière votre bibliothèque, enregistrant près de 3000 livres détournés des ventes de bois de ce domaine sur une décennie. Quelque chose vacilla enfin dans le sang-froid prudent de Finch. Pas la surprise, pensa Cora, en observant attentivement. Mais l'immobilité particulière d'un homme qui avait su que ce moment pourrait arriver et avait simplement espéré contre toute raison qu'il n'arriverait jamais. Je peux expliquer le registre, votre grâce, si vous le voulez bien. Vous pourrez l'expliquer au magistrat, dit Sterling. Bien que j'avoue avoir du mal à imaginer quel récit d'arsenic acheté sous mon sceau falsifié pourrait le satisfaire, lui ou moi. C'est alors qu'un nouveau son leur parvint du haut du grand escalier. Des pas lents et délibérés sur la pierre, et un froufrou de jupe qui fit tourner toutes les têtes dans le hall comme un seul homme. Dame Honoria Vance se tenait en haut de l'escalier, habillée correctement pour la première fois en 4 mois, ses cheveux gris épinglés sous un petit bonnet de dentelle, une main reposant légèrement sur la rampe, et bien que ses pas fussent prudents, ils étaient entièrement les siens, sans l'aide d'aucun bras de serviteur. Elle descendit lentement l'escalier, tous les yeux dans le hall la suivant, et le visage de Finch, vit Cora, se vida du peu de couleur qu'il avait conservé au moment où le regard de la duchesse douairière se fixa sur lui, avec une intensité que 20 ans de loyauté silencieuse n'avaient jamais mérité de la part de quiconque le connaissait vraiment. « Monsieur Finch, dit Honoria, atteignant la dernière marche et s'y arrêtant, de sorte qu'elle le regardait toujours de haut, une petite mais délibérée distance maintenue entre eux. Je suis resté dans ce lit à l'étage pendant la meilleure partie d'une année. Regardant cette maisonnée me traiter de folle pour avoir refusé une nourriture que je savais dans mon propre corps être empoisonnée contre moi. Des médecins m'ont dit que mon esprit divaguait. Mon propre fils, que Dieu lui pardonne, m'a dit que le chagrin avait dérangé mes nerfs. Et pendant tout ce temps, c'est vous qui étiez assis au bureau de mon défunt mari, falsifiant la signature de son fils pour acheter le poison, même destiné à me tuer, avant que je ne puisse jamais ouvrir un seul registre et trouver ce que vous aviez volé à cette famille pendant 10 longues années. Madame, vous ne parlerez plus jusqu'à ce que j'ai fini, dit Honoria. Et bien que sa voix restât égale, elle portait un poids qui le réduisit entièrement au silence. Elle plongea la main dans la petite réticule à son poignet et en sortit un papier plié. La page du registre de l'apothicaire, réalisa Cora, copiée de la propre main de Sterling et apportée à elle ce matin même. Et elle l'attendit, non pas pour que Finch la prenne, mais simplement pour qu'elle soit vue par lui et par chaque serviteur rassemblé dans ce hall. Ceci est votre écriture sur une commande falsifiée d'arsenic, achetée 6 fois en 6 mois. Ceci, elle sortit un deuxième papier, les sommes totalisées du registre caché, représentent 20 ans de vol à une famille qui vous faisait confiance par-dessus tous les autres dans cette maison. Vous serez déchu de toute autorité que vous avez détenue sous ce toit, Monsieur Finch, à compter de cet instant. Et vous serez retenu ici jusqu'à ce que le bailli de la paroisse puisse être convoqué pour vous prendre en charge et vous faire répondre d'empoisonnement et de vol, devant le tribunal qui jugera bon de vous juger. Le sang-froid de Finch se brisa enfin, pas en supplication, mais en quelque chose de plus froid et de plus silencieux. Un long regard impassabla la duchesse douairière, puis brièvement à Cora, debout près du pied de l'escalier, avant qu'il ne soit emmené entre les deux gardes vers la petite pièce verrouillée, près du passage de service qui servirait de cellule jusqu'à l'arrivée du bailli. Honoria ne le regarda pas partir. Elle se tourna plutôt vers son fils, puis vers Cora. Et pour la première fois depuis que Cora était entrée dans cette grande maison froide 4 jours plus tôt, la vieille duchesse se permit quelque chose qui ressemblait à un sourire. « C'est une chose étrange, » dit-elle doucement. « De devoir sa vie à une cuisinière de village et à un bol de soupe d'orge. Je trouve que cela ne me dérange pas le moins du monde. 3 jours passèrent avant que la maisonnée d'Oakhaven ne commence, de manière petite et hésitante, à se souvenir de ce à quoi la vie ordinaire avait autrefois ressemblé. Le bailli était venu et reparti, emmenant Finch dans une simple charrette couverte par la même route de l'Est qu'il avait eu l'intention de fuir lui-même. Et la nouvelle s'était répandue à travers les fermes des tenanciers du domaine et le marché du village en un seul après-midi. Porté par la rapidité particulière que le scandale trouve toujours parmi les gens qui ont vécu trop longtemps sous l'autorité froide d'un seul homme, sans jamais vraiment lui faire confiance. Cora s'était attendue,
une fois la vérité révélée et le danger passé, à ce que sa place à Oak Haven arrive tranquillement à sa fin naturelle. Une cuisinière avait été cherchée dans une taverne de village pour sauver la vie d'une femme mourante, et la femme avait été sauvée. Il semblait, selon toute logique ordinaire, qu'il restait peu de raisons pour une maisonnée de duc de la garder une fois la crise qui l'avait amenée là résolue. Elle avait commencé, dans le calme de son esprit, à se faire à l'idée de retourner à l'ancienne cuisine de sa mère et à sa clientèle habituelle de mineurs et de fermiers. Et elle se disait qu'il n'y avait aucune honte à cela, quelles que soient les pièces plus grandioses qu'elle avait entrevues ces 12 derniers jours. Ce fut Dame Honoria elle-même qui mit fin à cette résignation silencieuse le matin du 12e jour, quand elle envoya chercher Cora, non pas pour sa chambre, mais pour la salle des comptes du domaine, là où la duchesse douairière était maintenant assise au bureau même d'où Finch avait autrefois régné. Une pile de registres ouverts devant elle et une clarté nouvelle dans ses yeux vifs qui n'étaient pas là depuis des mois. J'ai passé 2 jours à examiner ce qui reste de ces registres, dit Honoria sans préambule, invitant Cora à s'asseoir dans le fauteuil d'en face. 2 décennies de vol prudentes cachées derrière des chiffres qu'un œil moins averti n'aurait jamais remis en question. J'ai l'intention de faire examiner correctement chaque compte de cette maison à partir de ce jour. Et je me trouve, Mademoiselle Prescott, à avoir besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue pour m'aider à le faire. Quelqu'un dont les instincts se sont déjà avérés plus vifs que ceux de n'importe quel médecin, n'importe quel intendant, et presque ceux de mon propre fils. Madame, je suis une cuisinière, dit Cora, surprise. Je connais le grain et le sel et la tournure d'un bon bouillon. Je n'ai aucune formation en registre ou en compte. Vous savez quand quelque chose n'est pas comme il devrait être, dit simplement Honoria. C'est un don plus rare que l'instruction, et un don que cette maisonnée, j'ai décidé, ne peut plus se permettre de perdre. Elle ferma le registre devant elle, avec une finalité tranquille. Je vous nomme, avec le plein accord de mon fils, auditrice en chef et administratrice de la maison du domaine d'Oak Haven, un poste qui n'existait pas avant ce jour, et que j'ai l'intention de voir occupé correctement par quelqu'un dont la loyauté a déjà été testée et trouvée vraie, plutôt qu'assumée et plus tard trahie. La grande salle à manger n'avait pas vu de déjeuner formel servi dans toute sa splendeur depuis près d'1 an. Et Sterling avait insisté, une fois les dernières affaires du domaine avec le bailli conclu, pour que cela soit fait correctement. La longue table dressée de son plus beau linge. L'argenterie sortie du coffre. Des bougies allumées sur toute sa longueur, malgré la pâle lumière de l'après-midi qui tombait déjà à travers les hautes fenêtres. Dame Honoria était assise en bout de table, le dos droit et stable, vêtue d'une soie bleu foncé qui était restée intacte dans sa garde-robe depuis avant le début de sa maladie. Et bien qu'elle mangeât avec le soin mesuré d'une femme dont l'estomac venait de réapprendre l'habitude des repas complets, elle mangeait bien et souvent, et avec un plaisir évident qui apportait une légèreté à la salle que personne de ceux qui y étaient rassemblés n'avait ressenti depuis très longtemps. « À Mademoiselle Prescott, dit Sterling, se levant avec son verre lorsque le dernier plat eut été débarrassé. Sans l'entêtement de qui, face à la courtoisie froide de mon intendant, les excellents instincts de ma mère n'auraient peut-être jamais été crus à temps, et cette famille aurait pu perdre bien plus qu'un serviteur corrompu et une partie de ses revenus forestiers. À Cora, fit écho Honoria, levant son propre verre. Et le petit groupe de personnel de maison autorisé à se tenir près des portes pour le toast, la gouvernante, le sous-chef, les 2 servantes de cuisine qui s'étaient autrefois tues à l'entrée de Cora, murmurèrent leur propre approbation. Plus chaleureusement qu'aucun d'entre eux n'avait osé l'être 15 jours plus tôt. Cora, assise à la droite même de la duchesse douairière dans une robe qui n'était pas sa simple laine de taverne, mais encore assez simple pour se sentir entièrement sienne, se trouva incapable de répondre tout de suite. La gorge serrée par quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir dans cette grande maison froide, qui était, en l'espace de 12 courts jours, devenue quelque chose de plus proche de son foyer qu'elle ne l'avait cru possible. « Je suis venue ici pour cuisiner un bol de soupe, votre grâce, » dit-elle enfin, quand elle eut confiance en sa voix. « Je ne suis pas venue chercher à changer toute ma vie. Et pourtant vous l'avez fait, » dit Honoria, se penchant pour presser la main de Cora, là où elle reposait sur le lin blanc. Sa poigne bien plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été la nuit où Cora l'avait vue pour la première fois, pâle et dépérissante, dans ce grand lit à baldaquin.
Certains des plus beaux changements nous arrivent exactement de cette façon, ma chère. Non invités, inattendus, et à la fin, précisément ce dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Au-delà des hautes fenêtres, la lumière d'hiver commençait déjà à s'estomper vers le soir. Et quelque part en bas, dans les grandes cuisines, un nouveau sous-chef apprenait, sous les instructions attentives de Cora, la bonne façon de juger le bon sel du mauvais. Par rien de plus que son odeur et son dépôt dans l'eau chaude. Une petite leçon tranquille, transmise maintenant comme une coutume de la maison. Pour que quoi que ce soit d'autre puisse changer à Oak Haven dans les années à venir, personne sous ce toit n'aurait plus jamais faim par peur de ce qui attendait, invisible sur sa propre table.